In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, hein, ça dépend de l'heure à laquelle vous découvrirez cette nouvelle vidéo. C'est un nouvel épisode de Fait Croquer. Alors, Fait Croquer, je le rappelle, on ne sait jamais, un nouvel abonné ou une nouvelle abonnée ou n'importe qui regarde cette émission, c'est la rencontre avec des personnes qui questionnent le cinéma sur Internet. Alors, ça peut être des youtubeuses, ça peut être des blogs, des vlogs, ou des revues de cinéma. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Guillaume Richard, qui est l'un des cofondateurs, je crois, cofondateur du Rayon Vert, qui est une revue de cinéma qui existe depuis un certain temps. Et je suis très content parce qu'on va parler de la revue de cinéma. Et entre parenthèses, je viens de là. J'ai commencé en 98 chez Fluctuate. Je viens de la revue de cinéma sur Internet. Et donc, je suis doublement ému de parler de ça avec toi. Bonjour et comment vas-tu? Très bien, et toi? Ah, je suis en forme. Je suis en forme. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir accepté cet entretien. Et alors, tu connais un peu le rituel hein, dans Fait Croquer. J'ai tendance à poser la première question, ce qui est tout à fait logique, mais c'est une question particulière, elle est récurrente. J'essaie de comprendre, de savoir s'il y aurait une image marquante chez l'invité, une image alors, extrait de film, tableau, une photographie, je ne sais quoi, mais en tout cas quelque chose qui a un lien avec ce que tu es aujourd'hui. Et est-ce qu'il y aurait cette image? Oui, en fait, au tout début, c'est pas spécialement des images ou une image en particulier, mais c'était vraiment un rapport au cinéma et un rapport aux images. Donc, quand j'étais jeune, enfant, donc même quand j'allais chez mes grands-parents ou autres, on ne faisait que regarder la télévision. Et donc, toute la journée, on enchaînait des choses comme des séries, parfois des téléfilms, des films le soir. Et donc, chaque fois, moi, j'étais absorbé comme ça par des images, absorbé par des histoires. Donc, c'est un peu comme si, j'arrivais pas à décrocher de l'écran. Donc, j'avais vraiment une passion pour tout ça, et donc, et surtout une passion pour suivre des personnages. Donc, on allait d'un point A à un point B. J'avais l'impression de faire connaissance avec des personnages, et tout ça, en fait, ça ne m'a jamais quitté, en fait. C'est un truc qui était récurrent. Donc, j'arrivais à regarder tout et n'importe quoi avec mes grands-parents. Parfois, on regardait des westerns, parfois c'était arabesque, Rex chien flic, des choses comme ça. Et en fait, j'ai jamais su décrocher de ça. Et une passion pour les images est née, en fait. Donc, c'est pas vraiment une image, mais plutôt une passion pour les images, pour les histoires, pour les récits, et qui passait par la télévision, et après par le cinéma aussi, puisque avec mes parents, on allait quand même au moins une fois par mois au cinéma voir généralement les films connus, les films dont on parlait. Ouais. Et puis je suis devenu un peu plus cinéphile. Je me suis intéressé aux films d'auteur. Et tout ça grâce au fait que mes parents n'ont jamais freiné en fait mon envie de découvrir les films. On a loué des films aussi régulièrement. Et une fois, j'ai loué Dans la peau de John Malkovich. J'avais peut-être 12 ans. Donc ma mère m'avait autorisé à prendre cette VHS, quoi, elle était là. Et donc j'ai regardé ce film-là, et évidemment tout a changé du jour au lendemain. Je me suis intéressé au cinéma d'auteur. Et puis j'ai commencé à emmener ma mère voir des films comme Dogville, comme Translation, comme Elephant. J'avais 14-15 ans, donc je suis entré dans une espèce de faille de cinéma, voilà. Donc d'abord une passion pour les images, puis ensuite ça s'est mué, ça s'est transformé en une passion pour le cinéma d'auteur. Et après, je me suis dirigé vers tout plein de films, tout plein de continents, tout plein d'années. Enfin, j'ai exploré comme un cinéphile normal, je dirais. J'ai exploré pas mal un peu l'histoire du cinéma. Non, pardon, je suis désolé. Non, vas-y, je t'en prie. Non, donc à partir de là, voilà, pendant 10-15 ans, j'ai été un cinéphile, comme on appelle ça, au sens parisien du terme. Donc j'ai vraiment essayé d'hériter d'une culture cinématographique parisienne, celle des cahiers, etc., avec le roux et ce qu'ils n'aimaient pas. Donc forcément, moi, j'allais voir vers ce qu'ils aimaient et autres. Et donc ça a duré jusqu'à 25 ans. Et depuis que j'ai créé le Rayon Vert avec Sébastien Barion et Thibaut Grégoire aussi, donc,
qui était là depuis le début. Je suis devenu un autre type de spectateur. Les films commencent un peu à m'ennuyer. J'ai beaucoup de mal parfois à terminer des films, à trouver des films qui me plaisent. Donc j'ai l'impression que j'ai eu différents âges dans ma cinéphilie. Pour enfant, une certaine forme d'innocence, comme je te disais au début, puis une période de cinéphilie pointue, et j'allais voir tous les films américains des années 50. Et aujourd'hui, je m'intéresse plus en fait au cinéma contemporain. Voilà, et je suis l'actualité. Et pour le Rayon Vert, on fait ça, on critique un peu les films d'actualité. Et voilà un peu voilà un peu une sorte de mini parcours, si tu veux, de ma cinéphilie, qui passe plus par un rapport aux images que par des images précises. Moi, je peux peut-être te citer aussi la série V. Je ne sais pas si tu connais ça, cette série V. Très bien. Ça m'a vraiment, j'ai eu beaucoup de cauchemars avec ça. Ça m'a fait des cauchemars terribles avec un moment, je crois qu'il y a un personnage accouche d'un bébé lézard. Oui. Et ça m'a traumatisé à vie. J'en pleurais les nuits, mais bon, c'est pas vraiment ça ne forge pas un rapport à l'image. C'est juste une image marquante. Voilà, une image marquante. Non, d'abord, le tout début, c'était vraiment aimer le cinéma, aimer l'image, aimer la fiction. Et voilà. Alors, tu as dit beaucoup de choses sur lesquelles il faut que je rebondisse. Alors déjà pour la série V, mais ça c'est génial. Mais pour la série V, sache que beaucoup de personnes ont été choquées par cette séquence-là. Et donc voilà. Faut pas que j'oublie. Si. Alors, on va commencer par la fin. Tu as dit quelque chose que je trouve assez intéressant parce que par rapport à comment on évolue dans notre cinéphilie. Et voilà, tous les deux cinéphiles. Et c'est vrai que, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais aujourd'hui, je n'ai plus cette boulimie que j'ai pu avoir un certain temps où j'explorais. J'adore ce mot que tu viens d'utiliser, explorer, parce que c'est réellement ça. Le cinéma, c'est voilà, c'est un monde. Enfin, on l'a pas inventé. Hein, il y a d'autres critiques qui l'ont fait avant nous, et on va explorer comme ça les recoins. Et pour moi, il était primordial. Je ne me voyais pas faire autrement que d'aller explorer tout, pas forcément qu'un seul cinéma. Et je sens que depuis quelques années, je préfère picorer, là pour le coup, des images un peu partout, voire même des images que je connais déjà, mais que j'ai envie de revoir. Mais c'est vrai que j'ai plus cette pas cette curiosité, mais cette boulimie. Ouais, est-ce que toi, tu as, et puis je suis pas capable de l'expliquer. Est-ce que toi, tu peux l'expliquer, toi? Non, c'est exactement ça. Donc, cette boulimie, elle a disparu. J'avais reçu un livre il y a 15 ans, un livre de cinéma, ça s'appelait Un siècle de cinéma de Vincent Pinel. Donc, c'était ma petite Bible. Et donc, je prenais ce livre. Je prenais ce livre partout avec moi, en vacances et tout ça. Et donc, il y avait tout plein de films. Il y avait 30 films par année. Il racontait tout ça très bien. Et donc, j'avais cette Bible avec moi et j'explorais vraiment tous les continents, toutes les types de cinéma possibles. Et c'était une boulimie, comme tu dis, ça c'est exactement ça. Une boulimie et un désir de voir le maximum de films possibles. Pourquoi est-ce qu'on change? Pourquoi est-ce que... Voilà. C'est un peu bizarre. En tout cas, ce qui est aussi important là-dedans, c'est qu'on acquiert un regard. On a un regard, on se forge un regard, on se forge quelque chose comme une sensibilité. Parce qu'en fait, ces films-là, dans cette période-là, on se construit aussi nous-mêmes. Et les films nous regardent, mais ils nous construisent aussi. Donc, plus on avance dans les années, je pense que plus, évidemment, la cinéphilie nous change et nous, on se retrouve changés. Et donc, il y a des films aujourd'hui que j'arrive plus à regarder, tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est ça. Je sais pas, qu'on se paye un peu ma tête, quoi. Écoutez, on l'a déjà fait ça 50 ans plus tôt, ça fait 100 fois qu'on répète les choses, etc. Donc, je crois que oui, cette boulimie a disparu et je pense que tout cinéphile, je crois, traverse un peu ce genre de... Voilà, change sa cinéphilie. Oui, ça, je crois. Est-ce qu'il y a une période comme ça qui n'est pas de l'ordre de la découverte et de l'initiation, mais qui serait l'ordre d'une période importante qui va durer pas tellement longtemps, hein, peut-être 4-5 ans, qui va être notre période, où il y aura des films qui seront ces films qui nous ont construits, et on reviendra souvent vers ces films. Moi, je sais, et je réfléchis beaucoup à ça ces derniers temps, et je crois que ma période
où je me construis, où il y a une transition entre spectateur, entre la place de spectateur et la place de critique de cinéma, c'est les années 90 me concernant. Et je sens que là, c'est la période qui me regarde et c'est la période qui va me construire sur quelques années, 4-5 ans, des cinéastes comme ça, Xiao Xian. Enfin, Xiao Xian, je les ai découverts en 90. Mais il avait déjà commencé avant, mais je les ai découverts là. Ou Gus Van Sant, par exemple, ou des films comme ça. Alors, le film ultime, pour moi, c'est de cette période-là, c'est comment je me suis disputé ma vie sexuelle. C'est des petites choses comme ça. Est-ce que ça te parle, ça, quand j'évoque cette théorie-là? Non, pas vraiment, en fait, parce que mes découvertes se sont faites surtout via l'achat de DVD et de VHS, où j'écumais eBay, par exemple, pour chercher les cassettes des films de ma vie, par exemple. Donc j'en avais plein, j'achetais tout ça, et j'achetais plein de DVD. Dès qu'il y avait un nom d'auteur que je connaissais grâce aux livres que je lisais et tout ça, j'achetais. Donc j'ai pas vraiment grandi avec ou évolué avec un mouvement qui a eu lieu en salle. C'était plutôt après, moi j'ai découvert tout vraiment. Là, j'ai découvert Cassavetes dans mon salon l'été, je m'en souviens, à 18 ans. J'ai découvert Opening Night et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce film incroyable. Alors que c'est pas du tout ma génération. Voilà, les films de ma génération, je les regardais pas vraiment. C'est différent en fait. J'ai pas, non, en fait non. J'ai comme Lost in Translation, c'est un film pour moi que j'ai vu à 15 ans, qui me semblait être un film important. Mais c'était peut-être par petites touches, plutôt que par une période entière comme les années 80 qui peuvent être importantes pour pas mal de cinéphiles. On voit bien aujourd'hui dans certaines revues de cinéma, sur des sites et sur YouTube, évidemment, on voit bien que les années 80 restent un pilier pour pas mal de youtubeurs. Comment tu peux l'expliquer, ça? Pardon, je t'interromps parce que je suis d'accord avec toi, ça revient souvent, ça, les années 80, qui est cinéma américain, les années 80, films de genre. Je sais pas, ça, Tchekali avait cette belle expression, les gens regardent leur salle d'enfant, enfin leur chambre d'enfant et d'adolescent. Il avait dit ça, je crois, lors de... Exactement. Donc ça, c'était vraiment, je pense que ça il a bien touché, il a bien cerné le truc. Mais ça, je ne sais pas. C'est là où les rayons verts, et nous, ce qu'on fait sur le rayon vert, est une alternative un peu à ça, à ces genres à cette sphère qui sont vraiment très, très liées à ces années 80, les 90, qui pour nous n'évoquent pas grand-chose, même si on aime bien Spielberg. Je comprends. Expliquer, je sais pas, je trouve ça bizarre parce que tout dépend du parcours de chacun finalement. Donc moi j'ai un parcours plus particulier peut-être, mais bon, certains dans tes émissions, dans celles que j'ai écoutées, ils avaient parfois aussi un parcours de films indépendants, films d'auteurs qui les intéressaient, mais finalement ils n'en parlaient pas tant que ça sur leur chaîne. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est vraiment le YouTube game, comme tu le dis, comme l'expression. C'est vraiment une bulle, j'ai l'impression, dans laquelle il faut être un peu. Il faut se conformer à ce qui se dit et à ce qui s'échange. Sinon, c'est un peu compliqué. Toi, tu as un pied dans les deux. Tu as un pied dans le YouTube game, tu as un pied dans la cinéphilie parisienne. Je prends toujours ce mot-là. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris ce que tu veux dire quand tu parles de cinéphilie parisienne. Donc, je le prends pas mal. Hein. Je suis même très fier, donc, pour te dire. Comment dire, je n'ai aucun problème avec ça à dire. J'adore la nouvelle vague, j'adore les cahiers du cinéma, c'est important dans ma vie, plein de choses comme ça. Donc, mais avant de revenir sur ça, sur les années 80, mais aussi de parler du rayon vert, le rapport que vous avez avec l'image, pourquoi le rayon vert, pourquoi la revue, enfin ça m'intéresse tout ça. Ouais. Juste revenir à quelque chose. Ah oui, à ces différentes images marquantes. J'aurais voulu savoir, est-ce que le fait d'avoir comme ça cohabité avec des images provenant de tous horizons, est-ce que ça t'a permis de ne jamais les hiérarchiser? Alors, en tout cas, ça, ce que tu viens de dire maintenant, c'est un point essentiel du rayon vert, ça c'est clair. C'est un refus de la hiérarchie et un refus du jugement. Peu importe, nous, les films, les séries, tout, on essaie de ne pas juger, on essaie de mettre tout sur le même pied d'égalité. Alors moi, de mon côté, est-ce que moi,
je reste malheureusement, on est tous encore un spectateur critique, on a tous des goûts, on a tous un jugement de goût quoi qu'il arrive. Alors maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, au rayon vert, on essaie de se passer de ce jugement de goût, on essaie de le mettre de côté. Mais évidemment, en tant que spectateur, mon jugement de goût est très fort. Et avec mon camarade Thibaut Edouard, quand on se voit et qu'on échange autour des films, on n'y va pas, voilà, on y va, voilà, durement, quoi. Donc, Franco. Pas du tout dans un esprit rayon vert. Donc vraiment, Et bon, oui, on a fait un peu de travail critique aussi sur le site qui quand même veut maintenir quand même, voilà, on veut aussi pas s'attaquer à certains films, mais poser des questions sur des choses qu'on ne comprend pas forcément. Voilà. Mais en tant que spectateur, pour répondre à ta question plus précisément, je reste évidemment encore très attaché au jugement de goût, et surtout en ce moment, je n'arrive pas à avoir des bons films, quoi. J'ai du mal. Donc je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que, franchement, c'est une bonne question, parce que ne devrais-je pas justement me mettre à genoux devant les images, devant tout ce que j'ai vu, tout ce que je regarde actuellement, et essayer de ne pas les juger et essayer de trouver un truc? Ça, je le fais, j'essaie de le faire, mais ça reste très compliqué. Hier, j'ai regardé Godzilla vs Kong. Là, ouais, c'est dur. Ça n'a pas marché. Enfin, pour moi, ça ne marche pas. Le premier Godzilla, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouvais ça original. Il y avait une fable écologique derrière, il y avait plein de trucs. Et ici, là, ce truc-là, voilà, c'était pas bien. Enfin, ça m'a paru pas bien, en tout cas. Voilà. Oui. Donc, c'est quand même se mettre à hauteur de film ou à genoux devant les films, ça reste quand même pas facile. Comme voir les films simplement, écrire simplement sur un film, dire ce que le film dit vraiment, le regarder en face, c'est compliqué. Enfin, ça paraît simple, mais en fait c'est très compliqué. C'est le moins le plus compliqué de la critique de cinéma, selon moi. Savoir regarder le film tel qu'il est et le donner à penser tel qu'il est. Donc, et donner à penser tel qu'il est. Oui, je crois qu'il y avait cette phrase de Rivette, la presse élève, parler du film en tant que film. Bon, il y avait ça dans les cahiers du cinéma et dans les éditions, là, ils ont édité oui, mais c'est pas évident, c'est pas si évident. C'est pas si évident. C'est la clé. Oui, c'est la clé. Et pour nous, en fait, cette clé, on appelle ça le rayon vert aussi. Le rayon vert, c'est quoi? C'est l'apparition du moment où un film fonctionne, comment ça fonctionnait, ou comment il fonctionne. On appelle ça le rayon vert aussi. C'est ok, là, on a vu quelque chose. Le film fonctionne comme ça, et on pense que c'est ça qui le décrit, c'est ça qui le constitue. Donc oui, voilà, je crois que rester un spectateur, il faut avoir de la distance par rapport à son jugement toujours, et essayer de comprendre un film, essayer de se mettre à genoux. Voilà, c'est ce que je dirais. En t'écoutant, je vois que depuis, comment dire, depuis très 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 longtemps, tu as commencé à te dire que le cinéma, ça n'est pas forcément qu'un moment de divertissement, c'est autre chose. Et je t'entends et je t'écoute, pardon, et je comprends que c'est pas à l'âge de 20 ans que tu l'as découvert, c'est vraiment vraiment bien avant. Mais à partir de quand t'as commencé à avoir cette envie, après le film et après en parler, de te poser et de te dire, tiens, moi aussi, peut-être que je peux proposer des choses en écrivant. C'est à partir de quand, ça? Alors, c'est à partir de 15 ans, c'est lorsque ma mère m'a offert 2 livres, donc Le siècle du cinéma dont j'ai parlé, et un livre sur François Truffaut signé par Jean Collet, oui. qui était un livre d'analyse simplement. Il reprenait film par film, une analyse un peu thématique. Et donc, ma mère m'a offert ça, donc voilà, béni soit-elle, parce que c'est grâce à ça, finalement, que je me suis dit, tiens, en fait, quand on regarde un film, j'aime bien aller lire après ce qui se passe. J'aime bien lire, je suis curieux, parce que j'ai vu des choses et j'ai envie de comprendre ce que j'ai vu. Et donc, avec ce livre de Jean Collet, il y avait des analyses assez fouillées sur des films de Truffaut. J'ai lu ça m'a passionné, et puis j'ai commencé à écrire comme ça, tout seul, sans grande prétention. À l'époque, j'avais quand même, parce que c'était plus tard, donc vers 18-19 ans, j'ai un peu été sur
le site des cahiers du cinéma qui existait à l'époque. Ils avaient un forum et il y avait tout un tas de forumers qui étaient là et qui étaient des frondeurs. Hein. Ils étaient contre les cahiers, ils en avaient marre des textes, ils voulaient... pas vraiment ça, mais ils n'étaient pas... ils n'étaient pas en accord vraiment avec ce qui se passait au cahier du cinéma. Et ils ont créé leur propre revue après qui s'appelle Spectre du cinéma. Oui, donc il y avait des gens exceptionnels hein, dans cette équipe. Moi j'étais là-dedans, mais vraiment j'étais immature, quoi, tu vois, complètement immature. J'étais beaucoup trop jeune pour répondre pour être là avec ces gens. J'ai quand même écrit un texte ou deux sur leur site, dont un sur Invictus qui m'a paru pas mauvais. Aujourd'hui, quand je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ça m'a paru pas mal. Mais bon, pour le reste, j'étais très jeune et ça compte pas, quoi. Et, tu penses que ça compte pas? Pardon, je te coupe la parole. Tu penses que ça compte pas, même parce qu'on est très très jeune? Je suis assez critique envers ce que je fais. Tu vois, c'est pas. Oui, mais c'est important. Dans les jeunes, et c'est génial. Oui, mais il y a quelque chose. Tu sais, il y a une espèce de vitesse qu'on contrôle pas toujours. Et on se dit, je te parle en connaissance de cause, pardonne-moi de t'avoir interrompu, parce que il y a beaucoup de similitudes un peu avec, moi, je relis de temps en temps des premiers papiers, j'ai honte, j'en ai honte. Mais il y a il y a une espèce de vitesse comme ça que je ne pourrais plus faire maintenant. Et parfois, je me dis, tiens, pourquoi pas, adapter autrement, bien évidemment, mais une forme de on y va, quoi, et on va tout casser, et c'est moins maintenant parce que peut-être l'âge aussi, mais ça c'est pas inintéressant, je pense. Mais j'ai encore deux choses là-dessus. Donc la première, c'est que j'ai commencé à travailler à 20 ans chez Universiné Belgium. Universiné, tu connais peut-être, très bien, en France depuis longtemps. J'ai travaillé 8 ans. Je travaille 8 ans, de 20 ans à 28 ans chez Universiné Belgium, qui est devenu soudeur d'ailleurs. Et au début, c'est là où j'ai rencontré Thibaut Grégoire, en fait. On s'est connus au tout début d'Universiné. Et au début, on avait une sorte de carte blanche éditoriale. On faisait ce qu'on veut. Donc, on allait aux visions de presse, on faisait des interviews, on était en contact avec les distributeurs. Et donc, on écrivait après des critiques sur le site. Bien, j'ai relu ça 10 ans après, en voulant sauver, parce que tu vois, le site a fermé, en fait, il a changé de nom, donc les critiques ont disparu, j'ai récupéré ce que j'avais, et tout relu, et je me suis dit, oulala. À l'époque, je croyais que c'était génial, c'était un peu un style inrockuptible, mais c'était un peu un rock, quoi, tu vois, c'était un rock punch, comme ça. Et donc, je lis, j'ai dit, mon Dieu, quelle horreur, et je pensais qu'on était à la pointe, quoi, tu vois, un truc comme ça, quoi, qu'on était vraiment... Donc ça, voilà, ça c'était un peu... Mais ça a été une expérience, je la renie pas cette expérience, c'était intéressant, quoi. Mais il faut être lucide par rapport à la qualité de ce qui avait déjà été fait et de ce qui se faisait au moment, c'était pas bon, quoi. Et puis également, j'avais tenté à 18 ans une école de cinéma, d'IAD, parce que comme j'étais cinéphile, je me suis dit, wow, ils ont jamais vu un cinéphile comme moi, ils vont me prendre tout de suite, et je suis arrivé avec un texte, tu vois, de 25 pages, en disant, racontant mon histoire, faisant plein de films que j'aimais, tout ça. Et bon, je n'ai pas été pris, évidemment, parce que j'étais trop jeune, et là, je pense que j'ai pris un peu de haut. Je suis arrivé, le cinéphile, tu vois, qui est... Mais bon, j'étais venu avec un texte, donc tu vois, le rapport au texte, il était déjà là, plus qu'à l'image, plus que faire des images. Donc faire des images, ça m'intéresse moins que écrire ou penser, un grand mot, c'est un si beau mot que j'aimerais m'approprier, évidemment, mais produire des choses correctes, voilà, par les mots, c'est ça qui compte, qui a toujours compté, ouais. Et cela depuis 15 ans, quoi, depuis que j'ai 15 ans. J'en ai 33 aujourd'hui, donc ça fait 15 plus 18 ans. Et ça fait combien de temps que vous avez créé le Rayon Vert? 5 ans. On a commencé en 2016, 1er janvier 2016. Et là j'ai recommencé à zéro, quoi. Donc, c'est-à-dire que donc avec mon ami Sébastien Barbion, d'abord, on s'était rencontrés en philosophie à Namur. On a étudié ensemble pendant 3 ans. On se voyait et on se disait, on parlait toujours de cinéma, de revues, d'écriture. Et puis à un moment, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose parce qu'on avait des choses à raconter, on avait un point de vue sur le cinéma. Et donc, on s'est dit qu'on allait créer le Rayon Vert.
c'est lui qui a eu l'idée du nom. Alors moi, je voulais appeler ça Fulgurance. Alors je peux te dire. Ah, mais c'est pas loin, mais c'est un peu. Il a bien rigolé, on rigole encore toujours, mais voilà, c'est un peu comique, ça n'aurait pas passé, c'est un peu. Ouais, mais j'aime bien, moi, sur Fulgurance. On est frappé par le. Oui, c'est ça. C'est un peu la même idée que le rayon vert, mais sauf que c'est mieux le rayon vert, on va dire. Donc, c'était quoi le fil de la question? Je perdu le fil. En fait, on commençait à parler de la genèse, entre parenthèses. Oui, la genèse, pardon. Oui, voilà. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt. On voulait essayer une revue papier, mais on s'est dit qu'une revue papier, c'était compliqué. On était personne, enfin, on est personne. On n'a pas de contact, on n'a pas de. On n'a pas non plus l'argent, ni de fonds. Et en Belgique, je crois qu'il n'y a pas moyen d'avoir une aide quelconque pour créer une revue de cinéma. Ça n'a aucun sens. Enfin, il existe des trucs, mais il faut être des journalistes professionnels peut-être, ou des choses comme ça. Mais donc, on n'a pas trop été fouillé de ce côté-là. Donc on s'est dit, on va créer le site. Et donc j'avais mon ami Thibaut Grégoire qui était partant aussi pour être là au début. Donc on s'est mis à 3, et donc le début du rayon vert, c'est une histoire d'amitié avant tout. Donc c'est l'amitié qui nous relie, qui nous lie encore, et qui j'espère nous lier longtemps. Et surtout, voilà, on avait l'envie d'écrire différemment sur les films, enfin d'écrire au niveau de ce qui se faisait à Paris, quoi. Je veux dire, parce qu'en Belgique, il n'existe pas vraiment de revue pointue de cinéma. C'est souvent du journalisme culturel. C'est de la critique de journal, quoi, ou de magazine. Donc, il n'y a pas vraiment de revue d'analyse qui essaie d'aller plus en profondeur sur les films et sur d'autres sujets. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était pas mal, qu'on avait une place à prendre en Belgique. Et donc, on a lancé le site. Ça a été évidemment compliqué la première année parce qu'on n'est personne. Voilà, on a dû vraiment, c'était pierre par pierre, quoi, vraiment, c'est ça qui s'est fait, mais on a travaillé dur, hein, évidemment, au niveau. Et dans mon cas, à moi, je disais que j'ai repris à 0 parce que mon écriture, je n'étais pas content de mon travail, quoi. J'ai même retrouvé des textes universitaires que j'avais fait, que je pensais adapter pour le rayon vert, et en fait, je trouvais ça un peu nul. Et donc, Sébastien Marbion, qui est un ami, mais qui est aussi quelqu'un d'extrêmement doué, et qui est aussi un peu mon maître à penser, en fait, si tu veux. C'est un peu mon passeur aussi. Hein. Et donc, pendant 2 ans, je me suis remis à l'écriture, et il m'a corrigé, on a travaillé, je ne sais pas si c'est de travailler avec son regard. Et donc, je pense avoir progressé beaucoup depuis, et d'avoir acquis une certaine technique maintenant, et une capacité à écrire plus facilement des textes rayon vert avec un label rayon vert. Donc voilà. Donc, et surtout, Sébastien et son frère ont créé un site tel qu'il est aujourd'hui, qui a demandé énormément de travail. On ne dirait pas comme ça, mais ils ont bossé des nuits blanches dessus pour qu'on ait un site qui est optimal. Enfin, je déteste ce mot, optimal, mais c'est optimal. On est vraiment à la pointe de la technologie en ce qui concerne le site internet. Donc ça, voilà. Donc on a créé ça, et aujourd'hui, on est assez content du résultat, et surtout des gens qui écrivent pour le site, quoi. Donc ça, Tchakali, évidemment, ils ont accepté mon invitation il y a 2 ans, et ça a été. Je ne pensais pas qu'ils diraient oui, parce que j'étais vraiment très impressionné par ce qu'ils faisaient tous les deux. Lui et Alexia Roux, je trouve que c'est ce qui se faisait de mieux dans ce que je lisais sur Internet ou sur du papier, quoi. Parce que sur le papier, voilà, on pourra peut-être en parler plus tard, mais c'est vrai qu'il y avait, je ne retrouvais plus beaucoup de revues qui me plaisaient. Donc, sur Internet, j'ai trouvé des choses très bonnes, dont Saad Chakali, qui maintenant partage son temps avec le rayon vert. Et voilà, on aimerait faire plein de projets, mais on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. On reste des amateurs, quoi. On est des critiques amateurs, quand même, quoi. Voilà. Saad Chakali, qu'on rappelle, le blog, c'est Des Nouvelles du Front. Vous pouvez trouver
des nouvelles du front, vous pouvez trouver ça sur Internet. Donc. Mais au bout de 6 ans, le rayon vert, comment est perçu le rayon vert dans le milieu Tu me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de critiques de cinéma dans le milieu du journalisme et aussi dans le milieu universitaire. Parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de travaux universitaires sur le cinéma, je crois, en Belgique, si je ne me trompe pas. Mais comment cette revue est perçue aujourd'hui? D'abord, pour rester à la Belgique, c'est un peu compliqué. La Belgique, c'est un pays qui n'est pas très cinéphile. On a du mal à identifier notre public. On ne sait pas vraiment où il est. On sait qu'en France, c'est très clair. On le voit dans les statistiques, etc. Mais aujourd'hui, d'abord, en Belgique, le rayon vert, c'est pas vraiment... disons, on a critiqué le cinéma belge, en fait. On est un peu connu pour ça. D'accord. Pour être la revue qui a critiqué le cinéma belge en Belgique. On a fait on a eu une discussion, une interview qu'on a retranscrite. Donc on l'a retranscrite. C'est des questions d'une étudiante. Là, on a tout lâché, tout ce qu'on pensait sur le cinéma belge, sur les Magritte, qui sont les Césars, là, tu vois, les Césars belges. Et en fait, ça a fait, malgré nous, ça a tourné beaucoup et les gens nous ont identifiés comme étant une revue dissidente, tu vois, un peu comme ça, ou des gens qui osaient parler du cinéma belge en mal. Et ben voilà, moi, j'ai aucun problème à dire que j'en suis l'investigateur et voilà, je n'aime pas du tout le cinéma belge, je n'aime pas les films qui sont produits, je n'y retrouve pas. Voilà, vous avez Alain Guéraudy, nous, voilà, pour lui, on n'a pas l'équivalent, on n'a pas de. Mais pense au Portugal, imagine un peu, à l'époque, le Portugal, avec Manuel Oliveira, Miguel Gomez. Pour un cinéphile, c'est un peu. Donc, là, ici, on a introduit du jugement et on a un peu outrepassé le cadre du rayon vert tel qu'il devait l'être au départ, quoi. Et en même temps, ça nous définit parce que voilà, on est quand même tombé d'accord là-dessus. On voulait quand même dire ces choses-là parce que personne ne les disait vraiment. Et après, on a découvert que plein de gens étaient d'accord avec nous, que les professionnels étaient d'accord avec nous, hein, que ce soit des réalisateurs ou des journalistes ou d'autres métiers. En fait, ils étaient d'accord avec nous, ils étaient contents. On a réitéré plusieurs fois l'expérience, ça se maintient, mais bon, on n'a pas envie non plus d'aller taper là tout le temps. Parce qu'on n'a pas envie, voilà, c'est pas le but du rayon vert d'aller tirer sur les ambulances, c'est méchant, mais je veux dire, je sais pas si tu t'intéresses un peu au cinéma belge, mais oui, bien sûr. On véhicule un peu, enfin voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes, quoi. Ça c'est une chose. La seconde chose, c'est que finalement, dans les milieux universitaires, on a pas mal de bons retours. Ça c'est un truc on le sait parce qu'on reçoit des mails parfois, des questions. On voit parfois aussi du trafic via les sites universitaires. Et ensuite, en Belgique, toujours, le centre, la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils ont sorti un sondage il y a 2 ans. Ils ont fait une étude sur la consommation du cinéma, quoi. Vraiment un truc hyper, soit le sondage, quoi, le truc. Et dans la partie blog et influenceurs, on est sorti là-dedans. Notre nom est apparu dans ce truc, dans ce classement, quoi. Alors, dans l'entête, le numéro 1, c'était le Fossoyeur de films. Puis il y avait Indepanda. Puis il y avait 2-3 autres vlogueurs que je ne connaissais pas. Puis le rayon vert. Et puis le rayon vert. 6% sur 700, un échantillon de 700. Donc on se dit que c'est assez exceptionnel pour nous qui sommes assez quand même un site de niche, quoi. Hein. On fait on est dans une niche, nous, hein, vraiment une niche pure et dure. Apparaître dans un sondage comme ça, derrière le Fossoyeur et Indepanda, qui font des choses différentes de nous. Et donc, voilà, on trouvait ça assez incroyable. C'était une bonne surprise. Et par rapport à d'autres sites internet, on est le premier site belge parlant de cinéma à apparaître dans cette étude. Donc c'est assez intéressant, finalement, c'est assez intéressant. Et donc ça nous a un peu conforté aussi dans l'idée qu'il fallait qu'on continue et qu'on était sur la bonne voie. Et voilà. Et enfin, dernière chose, on fait beaucoup de visites aussi. On est en plusieurs centaines de milliers de visites par an.
sur notre site. Donc, on se dit là aussi, ben, il y a un truc qui a pris, quoi. Donc, il faut continuer, même si, voilà, il faut continuer et tout ça, ben, voilà. Est-ce que le travail que vous effectuez avec, est-ce que vous travaillez avec des attachés de presse cinéma, des attachés de presse des éditions livres, les DVD? Est-ce qu'il y a un véritable rendement professionnel, j'entends, en tant que accompagnement professionnel pour pouvoir mettre en application le boulot? Au début, on a voulu faire ça. On a un peu contacté tout le monde. Certains avaient commencé à envoyer leurs livres. Par exemple, Yellow No, qui est belge. Oui. On disait que c'était vraiment une excellente idée de mettre en avant les éditeurs belges. Mais ça demandait beaucoup trop de travail, en fait. Recevoir les livres, les lire. Les rédacteurs, en plus, ne sont pas payés. Enfin, personne n'est payé, évidemment, comme sur beaucoup de sites Internet. Donc, c'était pas réalisable. On aurait vraiment enrayé la dynamique du site en faisant ça. Mais bon, parfois, on reçoit des propositions, on les accepte. On a publié là sur les écrits de Germaine Dulac, là, récemment. Parce qu'ils nous ont proposé et ça a intéressé à nos rédacteurs David Fonseca. Et donc, on l'a fait. Et en ce qui concerne les attachés de presse en Belgique, ils comprennent pas trop ce que c'est le rayon vert, ils voient pas trop ce que ça peut leur apporter. Il y a des attachés de presse qui nous suppriment de leur listing. Voilà, on n'est pas très. On n'offre pas la possibilité d'un rendement direct sur les films proposés. On fait pas de concours, on fait pas de post Facebook qui soit un peu racoleur. Puis on a compris en fait aussi qu'on peut se passer très très facilement des attachés de presse en Belgique parce que le film, si on va le voir mercredi, qu'on publie vendredi, on aura quand même un texte qui va marcher, qui fera des centaines de vues pour ses premiers jours. Donc on s'est dit que être dans le milieu et en plus être mal vu dans le milieu, comme je t'ai expliqué, avec le problème qu'on a les critiques du cinéma belge, donc les gens n'ont pas spécialement envie de se lier au rayon vert. Ils ont dit c'est qui les rayons verts, les grandes bouches du rayon vert, on ne peut pas trop les aider. Il y a un peu de ça, je crois. Voilà. Donc pour répondre à ta question. Est-ce que vous êtes sollicité pour présenter des films, des avant-premières, des choses de ce genre? Est-ce qu'il y a comme ça des connexions avec d'autres confrères, d'autres consoeurs? Non, en fait, on n'a jamais fait. Personne n'est venu nous contacter à ce sujet, ou alors si ça a été le cas, je ne sais plus. Mais nous, on s'est réunis donc avec Thibaut et Sébastien, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un push, on tente d'aller frapper à toutes les portes en essayant d'entrer par les fenêtres, ou est-ce que on se dit, on reste dans notre petite bulle, on fait notre site qui convient à la niche qui est là, qui est présente et qui aime nos textes apparemment. Donc on s'est dit que non, on va pas essayer d'être autre chose que ce qu'on est en fait. On va pas essayer d'être un truc général. Ou on va rester ce que c'est. On va rester dans notre niche. Voilà. Ça c'est un truc qu'on s'est dit tout de suite. C'est moi je voulais qu'on aille sur tel plateau de télévision parce que certains y étaient. Et je dis, bon, t'as vu, celui-là était sur un plateau. Pourquoi nous on n'irait pas mettre quelqu'un de rayon vert sur le plateau? On s'est dit non. Enfin eux m'ont dit non. Voilà, c'est pas notre identité quoi. Notre identité c'est la niche quoi. Voilà. Notre niche de cinéphiles qui viennent après avoir vu les films, bien sûr, toujours. C'est le principe de Rayon Vert. On n'est pas des prescripteurs. On vient après livrer une analyse dans laquelle les gens se retrouvent ou ne se retrouvent pas. Évidemment, ils peuvent rencontrer leurs propres idées ou trouver des textes qu'ils ne comprendront pas et qui diront qu'est-ce qu'ils racontent. Voilà. Donc voilà pour cette question. Oui. Comment vous travaillez sur... vous êtes combien au niveau du comité de rédaction? Et comment cela se passe, le travail rédactionnel? Comment vous travaillez sur quelle serait en gros la ligne éditoriale que vous appliquez? Vous êtes dans l'idée même de la politique des films ou dans l'idée même de la politique des auteurs? À savoir, est-ce que vous lancez dans des combats pour mettre en avant tel auteur ou alors vous êtes plus au
au cas par cas avec les films? Alors c'est une très très vaste question parce que c'est compliqué, c'est très compliqué. En tout cas, une politique des auteurs, non. Mais récemment, on s'est un peu dit qu'on ne voulait pas dire du mal de tel film. Mais pourtant, on a mis des textes négatifs sur les films. Donc, par exemple, ça a été le cas du dernier Aung San Suu. Moi, j'ai pas aimé. C'est la première fois que j'ai pas aimé Aung San Suu, en fait. Et Saad Chakali non plus n'avait pas aimé. Ouais. Et le texte donc le texte qu'on a publié était de Saad Chakali. Et Thibault, lui a dit, ben non, voilà, on va pas dire de mal de Aung San Suu sous le rayon vert, parce que nous, on est vraiment des fans de Aung San Suu. Et donc, il a écrit ensuite une sorte de réponse qu'on a publiée en dessous. Alors maintenant, on fonctionne comme ça. Lorsqu'on publie un texte négatif ou qui ne convient pas et qu'un rédacteur n'est pas content, ben il vient apporter une sorte de réponse. Et on fait les textes en dyade. C'est le mot que Saad Chakali a utilisé et que je trouve assez beau plutôt que des pour et contre. Enfin, voilà, on n'est pas pour ou contre. On essaie de penser une dyade, le film comme une sorte de truc à multifonction, multifacette. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale. Par contre, ce qu'on veut essayer de trouver, c'est une touche rayon vert, quoi. C'est à savoir, essayer de raconter une aventure perceptive, raconter l'histoire des affects, raconter ce qui s'oublie lorsqu'on voit un film. Ça, notre slogan, c'est sauver ce qui s'oublie. Parce que souvent, quand on regarde un film, il y a plein de choses qui se passent. On a tout spectateur qui désire s'investir dans un film, tout spectateur, il va voir, comprendre, ressentir, percevoir quelque chose dans un film. Eh bien, nous, ce qu'on fait, c'est sauver ça. Et tout spectateur peut le faire. Donc, tout spectateur pourrait écrire au rayon vert. À condition, évidemment, d'effectuer ce travail, de mettre des mots, de raconter cette histoire perceptive, de raconter ce moment où, dans la perception qu'on a eu du film, quelque chose s'est passé, quelque chose a tremblé, quelque chose a craqué, quelque chose... et c'est ça le rayon vert, comme dans le film Eric Romer, quoi. C'est le rayon qui apparaît au fond. Et donc c'est ça selon nous l'écriture rayon vert. Et donc on reçoit des textes qui sont vraiment superbes parce qu'ils arrivent vraiment à dire ça, raconter quelque chose. Donc la ligne éditoriale, c'est ça, raconter quelque chose, raconter ce rayon vert, raconter ces rayons verts. Et en parallèle, on a fait notre travail de critique contre le cinéma belge que moi je voulais faire. Voilà, ça c'est moi qui l'ai décidé. Bon, ok. Et on maintient quand même des critiques négatives quand c'est nécessaire. Par exemple, des films qu'on n'a pas aimés, mais qu'on n'a vraiment pas aimés et qui sont par exemple encensés, on s'est dit, bon, ça fait toujours un peu mon gros coup et tout ça, mais parfois il faut le dire, quoi. Par exemple, Ken Loach, le dernier Ken Loach, je détestais ce film-là, il fallait qu'on le dise parce que moi je trouve qu'il y a trop de critiques positives. Et par exemple, Thibault Grégoire a écrit sur Robert Guédiguian, le dernier, Florian Mundi. Il avait fait un film magnifique avant qui était La Villa. Et ici, il a fait un film, il s'est planté et Thibault a choisi de le dire. Et on s'est dit, OK, on fait, même si ce n'est pas vraiment l'écriture rayon vert, on l'a quand même accepté. Et puis, tu as vu, il y a différentes catégories sur le site qui sont un peu. Exactement. Ils sont un peu amusantes, la chambre verte, différents spectateurs. On essaye un peu de délocaliser l'écriture, tu vois, essayer d'en faire, essayer que ça s'est mis pas seulement à l'analyse de film, ça peut raconter d'autres choses, quoi. Un rapport avec un acteur, avec une actrice, une expérience dans une salle, voilà. Donc on a pas mal de choses. Donc voilà, donc je pense que j'ai répondu à ta question. Très très bien. Je suis sûr et certain. Je voudrais savoir par rapport à l'essence même de la critique de cinéma. Pas besoin de savoir si il se passe des choses sur Internet. Nous le savons depuis plus de 20 ans qu'il se passe des choses sur Internet et des choses même fascinantes et intéressantes, voire même parfois plus intéressantes que la presse écrite, papier ou voire radio et télé, je n'en parle pas, mais il se passe des choses. Microciné est une chaîne YouTube. Il y a ce qu'ils appellent le YouTube Game, c'est-à-dire la communauté. Moi, je suis là depuis quelques semaines. Avant,
je m'intéressais pas du tout parce que j'avais vu déjà quelques exemples que je trouvais affolants. Et donc je m'étais pas lancé dedans. Mais ensuite, d'une part avec Querelle déjà, et puis ensuite avec Microciné, je m'aperçois que il y a énormément de choses finalement à faire sur YouTube, mais on ne peut pas ne pas passer outre le fait qu'il se passe aussi des choses et qu'on regarde ces choses-là se passer, et on ne peut pas rester dans son coin sans émettre de jugement et se dire est-ce qu'il y a réellement un noyau critique, est-ce qu'il y a réellement des questions liées à la critique de cinéma qui sont posées, est-ce que le cinéma est bien questionné sur YouTube. Moi, alors que je suis acteur de ce média-là, un des acteurs, pas un des principaux, mais au moins un des acteurs, je m'aperçois que c'est encore fragile. Est-ce que toi, de par ta position, de par le rapport que tu entretiens, un rapport fondamental avec la critique de cinéma, est-ce que ça t'intéresse, ça t'intéresse ce qui se passe sur YouTube ou pas du tout? Mais comme le disait Sébastien Barbion, et comme nous l'avons dit dans une interview autour des vlogs, nous on reste attaché à l'écrit, quoi. C'est par l'écriture qu'on arrive à communiquer les choses qu'on veut exprimer. Donc c'est très compliqué. Alors nous en ce moment on réfléchit à faire un podcast ou quelque chose sur YouTube aussi, parce qu'on pense que il faut y être d'une manière ou d'une autre. Bon, il rigolait bien de moi parce que je disais qu'on pourrait lire les textes quasiment sur YouTube, mais ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas. Mais je trouve que il y a quelque chose à faire quoi qu'il arrive. Mais enfin, d'où de notre côté, bon, c'est l'écrit pour raconter quelque chose de ce qui est de l'ordre du rayon vert, ça reste de l'écrit. Alors, il faudrait qu'on essaye, il faudrait qu'on fasse des tests, essayer de voir si en racontant ça sur YouTube, est-ce que ça marcherait ou ça ne marcherait pas? Est-ce que ce serait intéressant? Je ne sais pas, parce que le faire un podcast comme il existe, il y a des podcasts aussi à côté. Enfin, il y a YouTube, et puis moi je mets aussi des podcasts à côté, les émissions qui ont qui sont pas spécialement en live, quoi. Tu vois, c'est tous les podcasts, genre La Gêne Occasionnée, quoi, qui est pour moi par exemple le meilleur podcast actuel, en tout cas. Enfin, je trouve que c'est exceptionnel, franchement, la qualité de ce podcast. Mais pour simple, et un dispositif très simple. Et nous, on rêve de faire ça, mais pour le faire, il faut le faire. C'est extrêmement compliqué, et lui, il est extrêmement bon. Donc, on n'arrivera sans doute pas à le faire. Donc, il faudra qu'on trouve une forme. Bon, on ne saura pas le faire. On peut pas. Je pense qu'on va essayer de tourner vers YouTube et vers toi un peu. Enfin, toi, ce que tu fais, c'est intéressant, en fait, et ça me pose réflexion en ce moment pour essayer de trouver une forme hybride entre une chaîne YouTube et faire quelque chose comme toi qui serait de l'ordre du live aussi, quoi, de rencontre avec d'autres personnes, quoi. C'est ça. Moi, je viens comme toi, je viens de l'écrit. C'est l'écrit qui m'habite, comme dirait l'autre. Mais j'ai pris la décision très très vite. Je me voyais pas faire cela sur YouTube. Je me suis dit, c'est une autre forme. Alors, utilisons autrement les choses. Et c'est pour ça que je préfère le dialogue et que de faire de la critique seul dans mon coin. Alors, si je devais faire ça, alors à ce moment-là, je reviendrais avec mon stylo, enfin avec mon ordinateur, et là, à ce moment-là, j'écrirais des articles. Je pense que moi, je me sens pas à l'aise sur YouTube avec cet aspect-là. Je préfère. Mais à choisir entre les deux, je continue encore à aimer l'écrit, quoi. Je trouve ça juste extraordinaire. Oui. Maintenant, ce que je dis pour répondre à ta question au niveau de YouTube, voilà, moi, ça fait seulement que quelques mois que je m'intéresse à ça, notamment grâce à ta chaîne, en fait. D'accord. Parce que j'ai découvert plein de gens via ta chaîne. Je connaissais quelques-uns avant, et donc je ne peux pas m'intéresser. Mais c'est vrai que voilà, le rayon vert est une alternative à ce qui se fait sur YouTube. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est pas la même chose. Maintenant, il y a des gens, je crois en fait, ce qui me dérange, c'est que ça ne va pas assez loin dans l'analyse, dans l'analyse critique ou
personnelle des films. Ou alors j'ai mal vu, hein, parce que je suis. Mais par exemple, c'est souvent de l'histoire du cinéma, c'est souvent des anecdotes, c'est souvent des réflexions esthétiques aussi, mais du style ce montage est mal fait, ce plan est magnifique, mais il n'aurait pas dû mettre sa caméra comme ça. Enfin, et tout est une sorte de langage. En fait, j'ai l'impression que ce sont des réalisateurs ou des scénaristes ou des monteurs qui décortiquent les films et qui donnent une sorte d'avis technique. Enfin, souvent, j'ai vu ça. Donc, ça, c'est ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas et moi, je ne m'intéresse pas à ça. Donc, c'est peut-être une limite pour moi aussi, hein, parce que je devrais m'intéresser à ça, comme tout esthète, un peu. Si on est un peu intéressé par l'esthétique, il faut s'intéresser au plan. Mais voilà. Bon, il y a des trucs qui sont sympas, comme le Monsieur Bobine, là, c'est plutôt sympathique, ça s'écoute, mais on voit que c'est plus de l'histoire, c'est plus de l'anecdote. Et on apprend des choses, hein, mais c'est pas quelqu'un qui va me faire voir un film autrement. Voilà. Je crois que c'est ça la clé. Ce que je veux dire, c'est j'ai envie que les gens me racontent ce qu'ils ont vu. Et ça, je trouve pas sur YouTube. C'est dingue, hein, c'est dingue ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas plus simple de raconter ce que tu as vu. Mais pour raconter ce que tu as vu, pardon, après je me tais, je pense qu'il faut assumer un peu de sa subjectivité, et ça, par contre, c'est pas si simple que ça. Je pense, hein. Oui, c'est très compliqué. On en parlait tout à l'heure, hein. Raconter ce qu'on a vu, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est ce que D'accord. je pense. Les choses sont devant nos yeux, il suffit de regarder. Oui, voilà, très bien. C'est là, mais c'est très compliqué d'en parler. Voilà. Il suffit de regarder, exactement. Non, je crois que sur YouTube, c'est intéressant. Et on apprend plein de choses. On va apprendre plein de choses, en fait. Ça, c'est intéressant. En termes d'histoire, oui, d'histoire du cinéma, on peut apprendre plein de choses. Ça, c'est une certitude. Parce qu'il y a des gens ils ont un passif, ils sont des journalistes aussi. Certains, il y a beaucoup de journalistes apparemment, quand même, ou d'anciens journalistes qui racontent parfois des anecdotes issues d'interviews qu'ils ont eues avec des gens, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça c'est plutôt, pour moi, le point vraiment positif de YouTube, quoi, du YouTube Game, même si j'aime pas les... Le problème, c'est qu'ils parlent tous des mêmes films, ils parlent pas de Hong Sang-soo, hein. Il n'y a que chez toi, hein. Moi j'ai vu du Hong Sang-soo, hein, donc on aimerait bien qu'un YouTuber en face du Hong Sang-soo, ce serait génial, quoi. Et on apprendrait plein de choses, j'aurais été dans les rues de Corée, enfin, des anecdotes. Ah oui. Enfin, voilà, ça aurait été génial, mais actuellement, personne ne le fait. Ni un critique, par exemple, un critique de la cinéphilie parisienne pourrait créer sa chaîne, raconter ses histoires et raconter comment il a été en Corée, voir Hong Sang-soo. Tu vois, il y a quelque chose peut-être qui manque quand même, mais voilà, c'est la force. Alors, je ne sais pas toi ce que tu en penses, si toi ce qui t'intéresse toi dans le YouTube Game, pour parler comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être dans un exercice comme ça, pas forcément de transmission, mais d'essayer de montrer, avec toujours accompagné par un spécialiste ou plusieurs, de montrer toute la richesse du cinéma, et de montrer aussi que le cinéma est pluriel et qu'on peut trouver des choses un peu partout dans cette carte, dans cet atlas géographique, et surtout j'avais cette conversation avec un YouTuber qui s'appelle Dead Will, que j'ai interviewé récemment, qui est très très passionnant, et il me disait je ne veux pas laisser des gens sur la route. Et je trouve que c'est une belle phrase, et je pense que je n'ai pas envie de laisser des gens sur la route parce que aussi peut-être que moi, à un certain âge, on m'a laissé un peu sur la route, et il a fallu que je trouve tout seul mon chemin. Et sur le chemin, j'ai rencontré des auteurs que peut-être je n'aurais pas rencontré, comment dire, dans une sphère intime, familiale. J'avais besoin de passeurs et je n'avais pas à l'époque. Et donc je pense que quand je rencontre Hervé Guibert,
je le rencontre seul par un concours de circonstances, mais peut-être que j'avais besoin qu'il y ait un encadrement pour m'expliquer un peu ce que c'est. Donc moi, quand je fais une émission sur Hervé Guibert, c'est pas pour me démarquer, c'est pour dire qu'il y a des choses qui existent dans ce film, La pudeur ou l'impudeur, et je vais inviter quelqu'un qui va en parler. Peut-être parmi les spectatrices et spectateurs, il y en aura un ou une qui dira « Ah, ça m'intéresse ». En fait, c'est ça ce que je fais avec Microciné, c'est de transmettre certainement, mais surtout d'encadrer plein comme ça de thématiques, parce que je vois pas autrement les choses. Pour moi, le cinéma, pour moi, c'est l'art du questionnement. Il faut questionner constamment, se mettre en des doutes et questionner. Et quand je fais quelque chose sur Zack Snyder, je me dis, je vais le faire autrement, à ma manière. Et c'est pour ça que j'invite Justin Quedi et Kefren, qui sont deux critiques de cinéma que je connais parfaitement, et je sais qu'ils ont un rapport avec le cinéma qui m'intéresse. Et j'invite aussi Merej, qui est youtubeur et qui a aussi un rapport aussi différent d'eux, et qui a un rapport qui peut être intéressant et bienveillant. Donc c'est ça, c'est mon idée. En fait, Microciné, pour moi, c'est réellement une revue. Hein. Je la considère réellement comme une revue. On va parler de beaucoup de choses, mais on va vraiment parler de l'intérieur. Et puis surtout, on va parler avec les autres. Oui, c'est ça. Et les gens vont peut-être pas comprendre pourquoi tu dis revue. Mais nous sommes des revues parce qu'on offre une archive, on offre une qualité. Et on est hyper accessible, tu vois. Alors c'est rigolo parce que souvent, en ce moment, sur Internet, dès qu'un projet papier apparaît, c'est la grande fête, tout le monde est content, tout le monde va dire que c'est formidable. Alors qu'il existe plein, les formes de YouTube ou les formes de sites Internet comme les nôtres, de sites qui sont déjà des bibliothèques, un peu en soi, des bibliothèques online qui sont accessibles. Enfin, nous on voit une sorte de bibliothèque online, quoi. Et les vidéos YouTube, comme toi et ta chaîne, c'est un peu la même chose. On veut quelque chose, on va chercher ce qu'on cherche dans ta liste de vidéos, quoi. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Et on parlait de ça tout à l'heure, au début, peut-être avant qu'on enregistre, mais je crois que c'est important de rappeler que je crois que les nouvelles technologies sont très importantes pour la survie des revues de cinéma, je pense, et pour la variété, parce que, et surtout, enfin voilà, c'est un sujet délicat, je vais pas commencer à déraper, mais je pense que voilà, ce qui est très important, c'est le contenu, c'est le texte ou le contenu. Contenu vidéo. Chez nous, ce qui compte, c'est le texte. Et alors que je pense que on va pas forcément reconnaître ça. On va préférer une revue papier pour qui peut-être c'est la maquette qui est le plus importante, parfois, tu vois. C'est un projet qui sait pas où le texte compte, mais le texte parfois n'est pas premier, quoi. Donc je pense qu'on peut revendiquer le nom de revue. Oui, on peut le revendiquer. Toi sur ta forme de vidéo YouTube, nous sur la forme de notre site web comme une sorte de bibliothèque. Oui, c'est ça. Et parce que les gens ils rigolent encore, vous êtes une revue, machin, mais quand même, oui. Je veux dire, tu as raison, c'est une bibliothèque, c'est une revue, on revoit les choses autrement. Et moi, il m'arrive, moi j'aimais bien, je continue d'ailleurs encore me rendre sur le site internet de la Cinémathèque et regarder des conférences. Et les conférences sont là, elles existent, et c'est fascinant, c'est passionnant. Et en plus de cela, et c'est ce que j'essaie de faire avec Microciné, c'est que le spectateur ou la spectatrice devienne aussi un auditeur ou une auditrice. Elle peut ne pas nous voir, mais on peut nous entendre, et qu'il y ait quelque chose. C'est pour ça que j'insiste beaucoup réellement sur la parole. Je n'arrive pas je ne veux pas, je refuse que à part quelques exceptions où il y a parfois des lives un peu déconnants, mais moi je veux surtout qu'il y ait que la parole que l'on trouve dans les émissions que j'essaye de produire entre parenthèses, elle soit vraiment importante et utile. Et c'est pour ça que je pose très peu de questions et que je laisse beaucoup plus mon invité parler, parce que voilà, c'est comme ça que j'aimerais bien que chaque émission que j'ai produite sur Microciné soit une émission pas forcément réussie, mais qu'elle soit utile. Oui, c'est ça. Qu'il y ait des moments utiles.
Oui, nous, on dit ça aussi, simplement que dans les textes qui sont réussis ou pas, qu'ils soient réussis ou pas, enfin dans les miens, j'ai des doutes constants. Franchement, Ouais, il ouais, je n'y a comprends. pas, y a pas un texte que je peux dire, tiens, j'ai un doute, quoi. Mais l'important, c'est qu'il y ait une chose dedans, une idée. Voilà, j'ai ça à Tchekali, évidemment. Il est tellement extraordinaire, comme Sébastien Ça, Barbion. Ce sont des gens exceptionnels et que leurs textes, ils sont juste, voilà, ce sont des textes de très très haut niveau, quoi. Mais chez moi, par exemple, ou chez Thibaut Grégoire, ou chez Jérémy Kick, qui sont les rédacteurs, on écrit des textes plus courts, on prend une petite idée, et ça convient, et c'est ce qu'on, voilà, c'est ça, ça sauve le truc, on sauve un truc, on sauve quelque chose, et ça fait tout l'intérêt, évidemment, de nos démarches, quoi. Comme, voilà, comme tu dis, euh, euh, pouvoir trouver une petite chose dans les textes, et ou dans ton émission, trouver des choses qui intéressent, c'est ça, c'était après on apprend, on comprend, on est touché, et puis on peut, voilà, se repenser sa relation avec l'œuvre en question, quoi. Et puis maintenant aussi, peut-être qu'il faut aussi un peu d'humour aussi de temps en temps, un peu de distance. Donc, toi, tu l'as. Nous, on l'a pas. Malheureusement, on l'a pas encore tout à fait. C'est un peu compliqué. On est très premier degré, malheureusement. Mais c'est comme ça, quoi. Tu vois. Mais toi, c'est bien le mariage qu'il y a chez toi. C'est plutôt réussi, je trouve. Il faut pouvoir mettre de l'humour aussi et de la distance. Mais Bah, je vais jouer un peu le vieux con de service, mais je pense pas que nous soyons de la même génération. Donc, j'ai envie de te dire que j'ai été moi aussi extrêmement rigoriste, hein, même si je ne sens pas que tu sois extrêmement rigoriste. Mais moi, je l'ai été réellement et je le suis moins parce que bon, il y a certaines, voilà, je pense que parfois je fais quelques blagues, c'est vrai, avec certaines personnes qui sont des ténors, mais c'est histoire de un peu de, voilà, et puis quand il faut. En tout cas, cela fait plus d'une heure que nous discutons. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on arrête là et qu'on reprenne une conversation, mais là, réellement dans un live, sur un sujet bien précis, que ce soit un cinéaste ou un geste cinématographique ou un film. Okay. En gros, je pense qu'on va se revoir très vite pour parler de l'intérieur d'un film. En tout cas, c'était très agréable de converser avec toi et de parler avec toi de cette revue que je suis. Alors, celles et ceux qui nous regardaient, sachez que le lien qui renvoie au site de cette revue, Le Rayon Vert, vous le trouvez dans les descriptifs de la page de cet entretien. Et il faut y aller, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes à lire. Et je remercie énormément Guillaume pour sa patience, déjà, premièrement. Parce que, voilà, c'était un entretien qui aurait dû se faire depuis longtemps et qui, voilà, il a dû, pour des raisons que vous savez maintenant. Et puis surtout, je te remercie beaucoup pour la générosité de tes propos, ta clarté et ta disponibilité. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Non, merci à toi. À bientôt alors. Et on se retrouve très vite. Salut Guillaume. À bientôt. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.